Attention tout le monde, prêt? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans Match après Match, le meilleur, le plus grand des talk-shows télévisés qui parlent de foot suisse. Le seul aussi, diront les mauvaises langues. En ce dimanche soir, on va parler de Super League, de Challenge League, on va parler de nos équipes nationales et également du Lausanne Sport, puisque vous le verrez à côté de moi, eh bien Thomas Castella est présent. Il est temps d'ailleurs de vous présenter les 4 intervenants qui sont autour de cette table. Il n'a plus encaissé le moindre but à la maison depuis 4 ans, ou en tout cas c'est l'impression laissée par son équipe formée à Neuchâtel, mais c'est de l'histoire ancienne puisqu'il défend les couleurs du Lausanne Sport depuis 2012, originaire du plus beau canton de Suisse et non, ce n'est pas le Valais. Bonsoir Thomas Castella. Bonsoir. À vos côtés, il a aussi porté la tunique du Lausanne Sport, mais Thomas, nous n'étions pas nés. Il n'empêche que son nom résonne encore dans cette pontaise que vous occupez pour la dernière saison. Légende du foot helvétique qui n'a pas sa langue dans sa poche et on va le vérifier certainement ce soir. Bonsoir Gabé Chapuisat. Bonsoir Vincent. De l'autre côté de la table, lui aussi, il a été gardien de but, même si c'est un peu moins connu et un peu plus foot des talus. Journaliste à Sport Center, grand passionné de sport à la plume de poète. C'est un plaisir de vous recevoir. Simon Meyer, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, pour la rédaction de Téléclub et sa première dans cette émission, ancien joueur de Fribourg et Bulle, il a inscrit le but victorieux pour les Gruyériens contre Winterthur le 31 octobre 2004 à la 85e minute. C'était il y a 15 ans quand même, désolé pour le petit coup de vieux. Mais depuis, il est devenu commentateur et il est très talentueux à ce poste. Mesdames et messieurs, Stéphane Frani. Merci Vincent, bonsoir. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous rappelez que vous pouvez évidemment réagir à tout ce qui va être dit dans cette émission. Hashtag TCMAM sur Twitter ou sur notre page Facebook Téléclub Sport Romanty. Voilà. Tout est en place, on peut se lancer dans cette émission avec le match le plus passionnant de cette 15e journée entre Sion et IB, match fou qui débute par un doublé de Jean-Pierre Nsamé en 2 minutes 20. Au final, Nsamé qui va inscrire un triplé, tout comme Kazami qui a remis son équipe dans le match, mais Sion s'incline 4-3 face aux champions. Messieurs, comment analyser ce match? Qui se lance? Stéphane, allez-y. Le match des défenses, si on ose en parler ainsi, c'est vrai que c'est toujours aberrant de voir un match de Super League avec des équipes qui ont eu du temps pour se préparer, même si avec les va-et-vient d'internationaux, on a peut-être effectivement dû s'entraîner à effectif amoindri, ou en tout cas avec pas tout son monde. Voir comme ça autant de buts marqués, c'est toujours relativement inquiétant au niveau des lignes arrière. Bon, c'est beau pour le spectacle, hein. Je pense que les spectateurs se sont régalés. Mais c'est vrai que aussi, d'un point de vue d'un gardien, je pense que c'était compliqué pour Fayoulou. Après 2 minutes de but. Après, il a réussi à rester dans le match, donc c'est le positif. Mais ouais, je pense qu'il y aura du boulot défensivement parce qu'il y a beaucoup de situations où les défenses n'ont pas bien géré le truc. Sympa, quand on parle de gestion, il n'y a eu aucune gestion. C'est vrai qu'après 2 minutes 20, il y avait déjà 2-0. On sait très bien que l'IB, cette année, a toujours gardé son potentiel offensif, hein, qui fait très mal. 4 buts le dernier week-end, le dernier match contre Saint-Gall. Aujourd'hui, 4 et c'est un minimum. Mais par contre, derrière, c'était... et d'un côté et de l'autre, c'était journée portes ouvertes. OK, super pour les spectateurs. Nous, on s'est régalés. Mais je dois dire que les défenses, ça me fait peur. Et surtout que, bon, je parle pas... surtout pour Sion, je vous rappelle que depuis la belle série où Sion avait fait 16 points après 7 matchs, 8 matchs, 22 goals encaissés. Il est clair que 4 le dernier match à Zurich, 4 aujourd'hui. Donc il va être difficile de faire des points si on ne trouve pas une meilleure assise défensive. Mais il n'y a pas aussi l'attaque à mettre en avant parce que, bon, il y a quand même Jean-Pierre Nsamé qui met un triplé dans ce match. Des buts qui sont plutôt beaux. On voit entre autres ce 2-0 là. Il y a quand même quelque chose à mettre en avant aussi sur le plan offensif de cette partie. Kazami, il met un triplé. Oui, et puis déjà, dans l'idée, déjà, ça veut dire qu'on a quand même affaire à des équipes qui rentrent sur le terrain avec quand même la vague idée d'en mettre au moins un, ce qui est assez agréable. Et honnêtement, c'est pas toujours le cas. J'ai eu pas mal de matchs en tête où, disons qu'on sent bien que s'il y a 0-0, ça va à peu près bien à tout le monde. Donc de ce point de vue-là, ouais, je trouve qu'on devrait pas se plaindre, en tout cas. Et comme, en tout cas, moi, je suis pas entraîneur, j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis avec les défenseurs. Non, mais l'avantage pour l'entraîneur, c'est que au débriefing, l'avantage, c'est qu'il a du boulot. Il y aura du boulot. Ouais, c'est ça. C'est clair, il faut souligner l'aspect offensif. C'est vrai qu'on s'est régalé de ce côté-là. Mais moi, je me mets à la place de l'entraîneur, surtout Zermatten, hein, qui, bon, OK, c'est un intérim, mais je pense
qu'il espérait voir un réveil, surtout d'un Sion à la maison qui fait, on peut dire, presque aucun point à Tourbillon. Mais c'est vrai que quand après 2 minutes 20, tu as déjà mené 2 buts. Enfin bref, en plus des jolis buts. Je suis d'accord, Nsamé, actuellement, tout ce qui touche à Baudelaire, c'était des goals de grande classe. De l'autre côté, Casami, bon, je suis content. J'ai cru qu'il était mort, ça faisait 7 matchs qu'il n'avait pas revu. Je crois qu'il avait marqué les 2 dernières fois que je l'ai vu, il avait marqué les 2 goals de la victoire à Neuchâtel. Lui, c'est une fois tous les 7 matchs. Aujourd'hui, il s'est réveillé, il a montré ses qualités, il a essayé de faire un petit peu plus. On connaît son talent. Mais c'est pas suffisant, donc on peut être en souci pour cette obsession, hein, parce que la charnière centrale, jusqu'à maintenant, on a dû faire avec des demi, qui étaient Ndoye et puis Kouassi. Aujourd'hui, c'est les grands transferts qu'on a réussi à faire pour cette saison, donc c'est Ruiz, Anderson, et quand on voit ça, ça fait très peur. Sans oublier de relever également les performances des gardiens, avec Fon Balmos et Fayoulou, aujourd'hui, qui a plusieurs reprises, sauve encore un score qui aurait été en... Mais c'est des bonnes amasses pour les gardiens, parce qu'ils ont du boulot, ils peuvent se mettre en évidence, et je pense que clairement, sur les 7 goals, les gardiens sont nullement responsables. Ouais. C'est inquiétant pour IB qui joue Porto jeudi? Bah oui, bon, on sait que c'est important, hein, pour le club. Non, attendez, parce que Thomas allait nous dire un truc. Non, allez-y. Monsieur Chapuisat disait qu'il n'était pas responsable sur les 7 buts. En revoyant le 3e but de IB, à mon avis, tactiquement, en tout cas, Fayoulou sort trop vite et offre un peu la solution à l'attaquant. Il doit s'arrêter, il est en mouvement. Il donne la solution. Il peut jouer la frappe en restant dans le but. Il donne la solution. Et après, ça permet aussi le retour du défenseur. Et là, il sort et ça force en fait le Nsamé à frapper. On est d'accord. Il était seul, hein, juste. Bon, oui, bien sûr. Mais il donne la solution, il doit rester sur ses appuis. Je pense qu'il aurait pu jouer différemment pour donner plus de difficultés. Moi, j'aurais carrément fixé l'attaquant et je pense qu'il n'aurait eu aucune chance à partir de là. Ouais. Puisque dans la cage, mon passé de gardien, je me permets. Bah ouais, il a que 19 ans, donc il a encore un temps fou pour apprendre. Mais il a fait, comme je dis, un début de match compliqué. Quand tu as 19 ans, tu es lancé, et puis qu'après 20 minutes, tu prends 3 pions, tu peux vite te déconcentrer. Mais il est resté dans le match et il a fait les parades qu'il fallait pour garder Sion dans le match. Ils ont égalisé, mais malheureusement, ils ont pris le 4e. Surtout qu'on peut imaginer à l'interne, quand même, à Sion, cette recherche de stabilité. Finalement, on n'en a pas dans les coulisses. Recherche de stabilité à Sion. J'aimerais bien qu'on nous explique. Sur les terrains, justement. Pardon. Oui. Si je me mets à la place de Dermaton 1 minute, je me dis, écoutez, les gars, tout ce qui se passe autour, on laisse, comme d'habitude. Là, nous, sur le terrain, on débute bien cette rencontre, après la trêve. Et au lieu de ça, après 2 minutes 28, patatras, et puis il n'y a plus rien qui tient. Chaud. Puis il peut l'avoir mauvaise aussi, hein, Casami, parce qu'il met un triplé, au final, il y a 0 point, quoi. Ouais, ça, c'est dur. Ça ne doit pas arriver très souvent dans une carrière. Ouais, c'est dur. Après, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus dur? Je ne sais pas. C'est compliqué, Sion, quand même. Oh là là. Ils doivent engager un entraîneur? Parce que le président a dit qu'il voudrait attendre, en tout cas jusqu'à la pause hivernale, pour pas se précipiter sur un dossier. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il reste 3 matchs à jouer pour Sion dans cette saison. Dans le meilleur des cas. Soit il en reste 1, soit il en reste 3. Je parle de la Coupe de Suisse. Enfin, j'ai un peu le sentiment, c'est triste à dire, hein, mais... j'ai un petit peu le sentiment que c'est pas maintenant qu'il faut s'énerver. Ou soit c'est déjà trop tard ou c'est trop tôt. Mais je pense quand même qu'au final, un entraîneur pour une équipe de foot, ouais, ça peut être une idée, hein, quand même. Non, mais moi, je pense, attention, là, Sion, ils jouent gros. Bon, ils ont de la chance, parce qu'actuellement, Neuchâtel a perdu, Thun a perdu, donc ils ont toujours un petit peu de marge par rapport à... Oui, même en actuellement, tu peux, n'importe quoi, avec 8 matchs en pointe, tu es obligé de regarder contre le Bayern, nous sommes bien d'accord. Donc, ils ont de la chance, mais... Attention, tout le monde dit qu'ils ont un calendrier favorable. Ils ont un match difficile à l'extérieur, c'est à Bâle, je veux bien, mais ils reçoivent déjà Thun le week-end prochain et le dernier match, Neuchâtel à la maison. C'est 2 matchs où c'est obligation de gagner, sinon on va trouver Sion en grande difficulté. Il est clair que l'entraîneur va s'imposer. Hein. Du reste, je suis étonné que Christian ait choisi l'intérim. Bon, comme ça, il est un petit peu plus près de l'équipe et puis je pense qu'il est un petit peu plus écouté. Ce qui aurait été moins le cas avec un nouvel entraîneur qui sera arrivé et puis affirmé. S'il accordait de l'importance au match qui reste en 2019, je pense qu'il aurait déjà un entraîneur. Moi, je pense ça me semble être
peut-être le début d'une preuve qu'il reste 3 matchs pour l'FC Sion. C'est une erreur de casting. Ou alors qu'il a une idée précise peut-être sur un profil ou sur un entraîneur qu'il souhaite peut-être depuis William Mourinho, paraît même, il arrive un petit peu tard. Garcia aussi. On en parlera de Mourinho d'ailleurs dans quelques instants. Il n'empêche que pour l'équipe, on donne quel signal? Les gars, ils ont encore 5 matchs au moment du changement. On vous laisse aller un petit peu sans commandant, sans capitaine à bord. Le message, il est horrible pour des footballeurs. Sceptiques. Et vous parlez de Thun et de Neuchâtel comme des grosses échéances. Ça veut dire aussi que Sion est en train de regarder vers le bas. Ben ça, je l'ai dit, clairement, ils n'ont pas d'autre solution. Quand vous sortez d'une série pareille, 8 matchs en point, tu ne peux pas te permettre de regarder contre le haut. Hein, je pense qu'en termes, ça doit être difficile à vivre. Même si aujourd'hui, on a vu une réaction au niveau de l'implication. L'équipe, elle a montré quand même un peu plus de caractère que lors de certains matchs, mais avec de telles lacunes défensives, entre autres, ça va être compliqué. Et là, les échéances, ça va être des matchs à 6 points, des matchs à ne pas rater. Et là, j'ai peur, parce qu'en plus, à Tourbillon, actuellement, Tourbillon n'est plus une citadelle imprenable. Et on n'a qu'à voir un petit peu le bilan à la maison, il est absolument catastrophique. Donc, je pense que là, ils doivent vraiment se mettre au boulot et surtout se faire du souci. Un petit mot sur IB quand même, messieurs, qui va recevoir Porto jeudi dans le cadre de l'Europa League. Un match capital pour eux. Hein. Si IB s'impose face aux Portugais, ils seront sûrs d'être qualifiés pour les 16e. C'est inquiétant, ce genre de match où ils s'en sortent grâce à leur attaque, 4 buts, mais ils en prennent 3 aussi, avec une défense qui a été en grande difficulté aujourd'hui. Bah, c'est inquiétant, ce sera un autre match, comme disait l'autre. Moi, je suis assez admiratif de ce que fait IB, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle certes du double champion en titre, mais c'est plus la même équipe, parce qu'il y a eu des départs, il y a en plus eu des blessés. Et je trouve qu'avec tous les vents contraires qu'ils ont, d'être là sur tous les tableaux, et OK, alors il y a les fois où ils en prennent 3, mais ils ont pris 3 buts 3 fois récemment, mais enfin 2 fois sur 3, ils en ont mis 4. Chapeau à eux. Alors maintenant, est-ce que c'est un fil qui peut lâcher contre une équipe contre Porto? On verra bien. Mais de nouveau, ils joueront devant 30 000 personnes en jaune. Je pense qu'ils seront là, en fait. On ne peut pas en vouloir à IB aujourd'hui d'avoir un peu eu la main facile, car après 2 minutes et demie, tu es déjà devant et puis que tu te dis que tout va bien se passer. Il y a un petit côté, on les a vus attaquer à tout va, par exemple, à 6 ou 7 joueurs qui se projetaient sans hésiter. On a clairement un peu négligé cet aspect-là, sans parler ensuite de l'effet Coupe d'Europe. Ce n'est pas donné à tous les footballeurs, qui plus est en Suisse, de vivre ce genre de moment-là. Je pense qu'il y a un niveau qui va s'élever aussi de manière assez naturelle du côté des Bernois. Mesure un match difficile, hein. Porto, qui ne marche pas très bien en championnat, moins bien. Ils ont beaucoup vendu. C'est un petit peu le problème des équipes portugaises. Chaque fois qu'ils ont des bons joueurs, voilà, hein, on les vend. Et puis, je suis surpris qu'ils soient derniers du classement avec 4 points. Donc là, Porto joue sa dernière chance. Ça va être un match compliqué. Et si IB venait à se rater, ce qui est toujours possible, le dernier match, il sera difficile, parce que quand il faut aller à Glasgow, c'est peut-être pas une grande équipe, mais c'est des guerriers. Ils sont vraiment pas bons, hein, quand même. Ils sont vraiment pas bons, Glasgow. Oh là là. On est bien d'accord. Avec le respect que j'ai pour Stevie. Comme tout. C'est chaud, hein. Il doit avoir quand même mal aux yeux régulièrement. Oui, mais c'est un autre foot. On sait très bien que l'Écosse est Moi, j'ai encore connu l'époque. J'ai joué à Glasgow Rangers, croyez-moi que c'était le grand Celtic, le grand Glasgow à l'époque, et même l'équipe nationale. Je vous rappelle que jusqu'en 1992, ils s'étaient qualifiés pour le... Il y avait 8 équipes qui étaient qualifiées. C'est plus les 24 aujourd'hui où tu peux te permettre de finir 3e et tu fais encore un match de barrage. À l'époque, il n'y avait que 7 équipes plus l'équipe organisatrice. Et il y avait l'Écosse en 92. Et il y a eu des sacrés joueurs. Mais actuellement, c'est vrai que l'Écosse... Je suis du reste assez surpris du bon classement de Rangers. Mais voilà, IB n'a pas le droit de se rater à la maison. Ils auront une belle occasion, un public, un stade plein. Mais défensivement, je suis en souci. C'est vrai que Mbabou, Benito, Camara, Stephen Berggruen, c'est difficile à remplacer, surtout que tu n'avais pas les immenses travailleurs que sont Sanogo et So. Donc c'est vrai que c'est un autre IB, mais qui fait un super championnat. Ils ont gardé leur force offensive. C'est vrai que c'est pour ça qu'ils mettent 4 goals régulièrement à chaque match. On verra ça, ce sera jeudi. On a parlé de Sion, on va maintenant évoquer la perf du week-end en Super League. C'est la victoire de Servette sur Bâle après avoir déjà battu les jaunes et noirs. Ils se sont offerts les hommes de Marcel Koller. Les hommes de Geiger qui se paient un autre gros du championnat à domicile. Elle continue de nous surprendre, cette équipe, messieurs. Et c'est plutôt plaisant d'ailleurs, cette équipe de Servette cette saison. Quelle débauche d'énergie, incroyable. Ils y vont vraiment de manière... farouche, sans peur, on essaye, la jouerie vraiment est au centre du projet de Geiger et je pense qu'il
il est conforté dans ses idées à la suite d'un week-end comme celui-ci. On peut être que content, c'est encourageant là aussi pour plutôt l'aspect offensif du foot qu'on aime. Ouais, c'est la deuxième grosse performance à domicile. Ils ont déjà battu IB il y a 2-3 semaines en arrière. Mais ouais, c'était un très bon début de championnat. Enfin, ils avaient commencé en fanfare. Et ensuite, ils ont connu un coup de mou un petit peu où j'ai senti des joueurs un peu amorphes, ils n'avaient pas cette énergie. Et là, apparemment, elle est retrouvée. Et j'espère que pour le foot roman, ça va continuer et puis qu'ils pourront aller jouer une place européenne. Ça va être, ils ont su subir un peu dans ce match. Ils ont quand même fait le dos rond, ils ont eu un peu de chance aussi, ils ont appris à tenir finalement ce 1-0. Non, Bâle s'est raté en première mi-temps. Du reste, je crois que j'ai entendu l'interview de Fabien Frey. Hein, il est très clair, ils ont passé à côté de la première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, pendant 25 minutes, j'ai vu que Bâle, hein, ils ont créé des occasions. Pas tellement des occasions, ça a plutôt débouché sur des corners. Et sur les corners, ils ont été très, très dangereux. Frick était vraiment remarquable, il était à la hauteur du sujet. Et en plus, je vous rappelle qu'ils ont sauvé 2 fois sur la ligne quand même. Donc le match aurait pu tourner. Ce Bâle-là, c'était peut-être pas un grand Bâle, mais ils ont fait l'effort pour revenir. Et IB a souffert. IB, je dis toujours, excusez-moi, Servette a souffert défensivement, surtout sur le côté droit où le pauvre Gonçalves a eu de la peine à remplacer le malheureux Sautier qui est sorti après 2 minutes. Mais c'est une grande performance et je suis content d'avoir retrouvé Servette qui reste sur 3 matchs 9 points après avoir connu une période vraiment compliquée, 7 matchs 4 points et surtout sans victoire. L'équipe a rebondi. Et ce qui est vraiment à souligner, c'est une équipe où on parle de jeu, hein, on parle de faire tourner le ballon et tout. Et puis c'est la deuxième défense du championnat. Ouais. Ça veut dire que on parle du jeu, mais en l'occurrence, il gagne. Ça veut dire que si tu veux faire du jeu, il faut être très fort défensivement. Et on en a à nouveau la preuve. Bien sûr. Ces fameuses bases arrières dont on parlait tout à l'heure pour les Sédunois, je pense qu'ils les ont construites aussi sur l'expérience de la saison passée où on peut, de manière plus relaxe, construire sa jouerie offensive. On a des bases solides et là, si on ose le rapprochement, c'est ce qui manque cruellement du côté de Tourbillon. Donc, et Vincent Sasso, on parlait de défenseurs centraux, il a rejoint Rouillet qui était déjà là et la paire est vraiment... Même l'année passée, la paire Rouillet-Routis, je crois que c'était les deux qui jouaient dans l'axe, c'était très costaud. Et puis... là, c'est encore meilleur parce que Sasso a quand même... Mais je trouve que tout le respect que j'ai pour Routis, c'est quand même... Pour moi, j'ai trouvé que Rouillet, il a déjà fait une très très bonne saison lors l'année de la promotion. Et là, vraiment, il est impeccable, c'est vrai. Il aurait mérité d'avoir, au début de sa carrière, un petit peu plus de chance. Geiger qui se cherchait un buteur dans ce début de saison. Koné qui a eu beaucoup de peine à marquer. Là, il a marqué son premier but enfin, on a envie de dire. Mais est-ce que finalement, Servette a vraiment besoin d'un attaquant, sachant qu'il y a du danger qui peut quand même venir du milieu et des couloirs, entre autres Tazar? Ça fait gentiment 2 ans qu'ils ont répondu à la question, en disant non. Parce que la saison dernière, depuis le départ d'Ensamé à Berne, ça a été le discours officiel de dire non, finalement on n'a pas besoin d'un vrai buteur puisque tout le monde peut à peu près marquer. L'année passée, pour l'instant ça leur donne pas tort. 3 attaquants qui étaient bien placés au classement des buteurs. Ils avaient peut-être 3 offensifs qui avaient plus de 10 buts à la fin de la saison. Et on s'est dit que ceci dit, je maintiens que s'il y avait un vrai sniper en plus de ça, alors tous les pour l'instant on n'a pas la réponse, mais si on fait un petit scénario fiction et qu'on laisse Nsamé à Genève, par exemple, je ne sais pas où Servette serait au classement. Moi, je sais que Geiger, ça a toujours été, depuis qu'il est arrivé, il a dit, moi, je veux un attaquant. Il avait déjà... Eux-mêmes, ils en voulaient. Oui, ils ont été Schalke et puis Koné. Et l'année passée, il avait encore Alphonse. Et puis il y a Chagas, le joker de luxe, qui est resté quand même le meilleur buteur du FC Servette, je vous rappelle l'année passée. Il a joué, je crois, que 850 minutes et il a marqué 14 goals. Donc lui, il est... C'est vrai, mais chaque fois qu'il a eu une petite chance cette saison, on a quand même pu mesurer ce qu'il sépare de la Super League quand même. Tout à fait, mais en ne jouant pas, c'est difficile de marquer... c'est une assez bonne remarque, Gabert. Je la garde pour une fois. Non, j'entends.
Il a peu, il est pas temps de bon. jeu. Franchement, Chagas, j'ai énormément de respect. Il a un parcours génial. C'était quand même un joueur de football amateur il y a 2 ans et demi. C'est pas pour rien. Il est venu en Suisse, il est resté longtemps. Alors maintenant, il lui arrive une belle histoire. Il a percé à Rapperswil, Servette, qui savait pas quoi faire. Il a fait monter Rapperswil. Oui. Servette, qui savait pas trop qui prendre, est tombé sur lui. Bon, on peut pas dire que ce soit un pari méga gagnant, même s'il a fait le job en Challenge League. Je parle de job, mais ce qui est important, il n'était pas titulaire en Challenge League. L'année passée, ils avaient 4 types qui ont marqué chacun entre 10 et 14 il a réussi un grand match en 2 ans. Ouais. Surtout que ça permet justement à l'ensemble des joueurs offensifs de se sentir concernés, à moins créer ce focus sur un joueur de qui on devient peut-être dépendant, si on trouve vraiment cette perle. Non, mais surtout il y a du choix du côté. C'est un centre avant, parce que je connais, je pense qu'il a des qualités. Hein. Il est malheureusement blessé et tout ça, manque de confiance. C'est vrai qu'il a beaucoup raté en début de saison, mais je pense que s'il retrouve, il a recommencé à trouver le chemin des filets, peut être important. Hein, tu as Tazar d'un côté, tu as Stefanovic de l'autre. Croyez-moi que c'est un centre avant qui est au bon endroit, au bon moment, il y aura des ballons pour la mettre au fond. Mais cela dit, Koné qui a débloqué enfin l'histoire, on va voir. Mais il est intéressant, ce joueur-là. Il se crée en tout cas beaucoup d'occasions. Si tout d'un coup, il se met à en mettre 1 sur 3 au fond, c'est peut-être lui le buteur. Je partage cet avis. Je pense que Koné vraiment pourrait être la bonne surprise là, au niveau servétien. Ils ne sont pas prêts, et c'est respect pour eux au niveau des dirigeants, à tout mettre sur un joueur comme ça de manière un petit peu pari. Et peut-être qu'ils l'ont à l'intérieur du contingent finalement. Ils ont été chercher encore un joueur offensif qui s'appelle Park, hein, qui est rentré hier, qui a montré des qualités, qui a envie, qui a faim. J'ai vu que tout de suite il s'est imposé, il a commencé à diriger. Donc ça va. J'espère qu'ils ne sont pas trompés. Quand on a été remplaçant en 2e division danoise, on a faim. Bah oui, mais je trouve que sur ce que j'ai vu, ça vaut plus qu'être remplaçant en 2e division. Je suis d'accord. Mais c'est fort la 2e division danoise. Attention. Ah oui, on a un grand spécialiste de la 2e division danoise juste là. C'est pareil. Bon. On va vous faire confiance. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Citez voir 3 équipes. On peut bluffer. Citez voir 3 équipes de 2e division danoise. Viborg. Je sais pas. Voilà, mais c'était bien tenté. Ouais, bien tenté. Merci. Servette, il leur manque pas finalement un stade, et puis comme ça on aura un bon package du côté de Genève. Sachez qu'il y a une votation qui a eu lieu aujourd'hui. Ça s'est joué, enfin ça s'est pas joué en fait. On aurait voulu savoir le résultat, mais on l'a pas parce qu'il y a que 15 voix d'écart sur l'ensemble du canton. Les votes vont être recomptés pour s'assurer que le projet va passer, mais honnêtement, il leur manque un stade à taille humaine, j'ai envie de dire. Non, mais bon, qui continue à faire des résultats. Il y a 29 000 spectateurs. Rien n'empêche les Genevois d'aller au stade, de suivre leur équipe. Mais je pense qu'avant d'aller au stade, c'est qu'ils ont besoin d'une pelouse qui tient la route. Parce que là, de nouveau, j'ai vu hier, c'était à nouveau un champ de patates. Et là, il y a un grave souci. Ouais, c'est justement sur un champ de patates qu'ils veulent construire. Cela dit, c'est pas vraiment un stade, c'est le centre d'entraînement pour les jeunes déjà. Et c'est en effet sur une zone agricole, donc on va retrouver des champs de patates si jamais. Après, un Servette qui prend échelon après échelon, palier après palier au niveau sportif d'abord, il n'y a pas de raison effectivement qu'au niveau infrastructure, on puisse aussi franchir un cap en s'équipant vraiment avec quelque chose d'adapté. Si tu veux t'installer en Super League, c'est essentiel d'avoir un centre d'entraînement là où tu peux poser tes bases et puis là où les joueurs se sentent bien et ont du plaisir à travailler. Et ben justement, Thomas, à ce sujet-là, à Lausanne, comment ça avance ce stade? On le voit avancer gentiment, mais il sera prêt en mai. Franchement, on commence à voir sortir ce stade. On peut s'imaginer déjà jouer dedans et ça donne envie. Et avec la tuyère, tout le centre d'entraînement qui est autour, je pense que ça va être un peu le centre de la ville, le centre footballistique, là où les gens iront le week-end pour voir du football. Et ça, c'est très encourageant. On vous le souhaite en tout cas. Ouais. Une petite affaire quand même encore dans ce match entre Servette et Bâle. Ça s'est déroulé à la fin de la rencontre. Valentin Stocker qui a bousculé l'arbitre de la partie, M. Karim Abed, après le coup de sifflet final. L'arbitre français qui expulse le numéro 14, Renan. Stocker qui a déclaré « Je ne vois pas pourquoi un Français siffle en Suisse ». Alors messieurs, une petite réaction. Est-ce que vraiment, si l'arbitre avait été suisse, il ne l'aurait pas expulsé sur cette situation? Bon, il n'avait pas le choix. On sait très bien que les arbitres, on ne peut pas les toucher. Donc, on a vu, hein,
Il a légèrement poussé, mais je pense qu'il va être sévèrement puni, hein, ce qui est normal. Même, en principe, on disait toujours que les joueurs de balle étaient un petit peu protégés. Là, à l'extérieur, bon, juste à propos de l'arbitrage, je ne l'ai pas trouvé vraiment excellent. Moi, je regarde souvent le championnat français. J'ai jamais vu... en Suisse, on n'a pas un arbitrage de grande qualité, mais en France, ils sont en guère mieux lotis. Donc, ouais, je ne comprends pas trop bien l'échange. En plus, monsieur, il était pressé de rentrer à la maison parce qu'il a sifflé la fin 40 secondes avant la fin. Donc, il a sifflé à 92-20 alors que c'était prévu 3 minutes. Ça n'a rien changé, comme disait Simon, sur l'issue du match. Mais quand même, un arbitre qui respecte même pas le temps annoncé parce que c'est un minimum. À propos de respect et de changement, quand même, c'est pas compliqué. Vous l'avez dit, un joueur ne touche pas un arbitre, basta. Mais il devrait même pas, sauf cas particulier, il devrait même pas avoir à lui parler. Moi, honnêtement, j'en peux plus de ce non-respect des joueurs envers le corps arbitral. C'est quand même, c'est pas possible. Et ce serait pas très compliqué. Là, je trouve qu'il y a un vrai manque de volonté politique à faire avancer les choses. Un joueur n'a pas à aller toucher un arbitre. Si c'est pas un gros câlin, ça, ils ont le droit de s'aimer. Mais enfin, c'est quand même pas compliqué comme règlement. Non, ils sont intouchables, ça veut très bien. Autant au niveau geste qu'au niveau parole, on doit faire vraiment très attention. C'est vrai qu'il y avait un peu de frustration chez Stocker, la défaite et tout. On a vu qu'il était fâché. Mais la règle non écrite, elle est connue, comme vous le dites, Simon. C'est le b.a.-ba du petit valeur de dire merci. Non, mais il va être sévèrement sanctionné, ça c'est clair. Donc là, je pense que en plus, il est capitaine, je vous rappelle. Tout le chemin footballistique, en plus, il n'y a aucune discussion. En plus, il est capitaine. Bon, il dira... Je me suis permis, j'ai parlé au nom de l'équipe, mais je ne pense pas que ça va forcément bien passer, parce qu'il va passer, je pense, en commission, parce que là, normalement, il ne devrait pas le rater. Et pour revenir sur les paroles de Stocker, est-ce que c'est véritablement un problème que des arbitres étrangers viennent arbitrer en Suisse? Des gens qui ne connaissent pas vraiment le championnat, ni les joueurs, et qui arrivent ici et qui doivent essayer d'arbitrer, Thomas? Non, pas forcément. Ça permet à justement comprendre peut-être... Peut-être qu'ils lisent le jeu différemment et puis ça peut être positif. Et aussi, ils ont peut-être plus de recul et moins d'affinité avec certains joueurs. Parce que ils ne les connaissent pas. La Suisse, c'est très petit. Ils viennent sans a priori. Oui, ils viennent sans a priori. Et peut-être qu'un arbitre qui a du respect pour Stocker aurait peut-être accepté ce genre d'attitude. Ce qui ne serait pas forcément juste, en l'occurrence. Là, on parle, les règles sont les mêmes partout, par chance, dans le foot. Donc il y a pas de moi raison. qui l'ai vécu sur le terrain, j'ai pu entendre certaines grossièretés des joueurs de balle, justement, à l'époque, qui pouvaient se permettre d'agresser verbalement les arbitres, et l'arbitre ne disait rien. Alors que nous, le petit Lausanne, au moindre petit geste, il suffisait qu'on hausse la voix, et là, on était directement sanctionné d'un carton jaune. Là, il a raison. Hein. On a aujourd'hui qu'il y avait une certaine protection baloise. C'est normal. D'où la réaction de Stocker, en fait. C'est ça qu'il n'a pas compris. Tout d'un coup, tout va dans son sens. Normalement, tout va dans son sens. Et pour une fois, il y avait un vilain qui était contre lui. Et Stocker qui va rater un match important le week-end prochain. C'est normal qu'il soit puni. La punition, exactement. Il n'y a pas pire pour un footballeur. Il n'y a pas pire. Il sera en colère. Gabé, on va arrêter là-dessus. Très bien, merci. On va parler de Lausanne, ce sera dans quelques instants, mais ce sera juste après ça pour se remettre de ce jeu de mode. Gabé Chapuzat, à tout de suite. L'étau se resserre en Swiss Ice Hockey Cup. Ils ne sont plus que 8 à prétendre au titre. 4 belles affiches sont au menu, dont un derby bernois. 3 jours après le championnat, Bienne reçoit de nouveau Langnau. Y aura-t-il de la revanche dans l'air? Suivez le premier quart de finale de la Swiss Ice Hockey Cup, lundi soir, en direct et gratuitement sur Téléclub Zoom. La Swiss Ice Hockey Cup sur Téléclub avec Zurich Assurance, sponsor officiel du championnat du monde de hockey sur glace 2020 de l'IIHF. Le menu proposé ce week-end sur Téléclub est une nouvelle fois riche et varié. Tous les matchs de la 16e journée de Raiffeisen Super League vous sont proposés en direct avec notamment Sion face à Thun, mais surtout le choc au sommet bat le Young Boys peut être décisif pour le championnat. En NHL, c'est le choc des voisins dans le New Jersey. Nico Hischier et sa bande accueillent les New York Rangers.
En Série A, la Juventus reçoit Sassuolo, alors qu'un Naples au bord de l'éruption attend Bologne. Sion-Thun, New York Rangers au New Jersey, Juventus-Sassuolo, Bâle Young Boys et Naples-Bologne. On vous souhaite un excellent week-end sur Téléclub Sport. De retour dans Match après match, toujours avec mes 4 invités, Thomas Castella, Gabriel Chapuisat, Stéphane Franière et Simon Meyer. Vendredi, Thomas, votre équipe a inscrit un deuxième 5-0 de rang. Cette fois-ci, la victime s'appelait Ville. 3e du classement avant ce match. Le LS n'a encaissé que 2 buts en 10 parties à domicile cette saison et en a inscrit 38, dont un 3-0 face à Lugano et un 6-0 face à Xamax en coupe. Lausanne n'est pas au sommet de la vague, c'est un tsunami que vous surfez actuellement. Mais avant de vous demander votre avis, Thomas, j'aimerais savoir ce qu'en pensent les observateurs qui sont autour de cette table. Lausanne est magique ou est-ce qu'on s'emballe un peu? Il faut peut-être relativiser un brin, simplement par rapport à l'adversité qui se présente. Mais, une fois qu'on a dit ça, il ne faut quand même surtout pas cracher dans la soupe, surtout si on songe à une lointaine époque, à savoir la saison dernière. Il y a quand même, enfin, vu de l'extérieur, ça ressemble à une métamorphose, donc formidable. Après, ce qui sera intéressant de voir, c'est en effet comment, en espérant que ça arrive très vite, comment ce jeu qu'on voit illuminer la Challenge League se matérialisera l'étage au-dessus. C'est la vraie question. Mais franchement, il y a de bonnes raisons d'être assez optimiste. Mais j'aimerais quand même savoir ce qui s'est passé sur ces 2 buts, Thomas. Quels 2 buts? Les 2, 10 matchs, 2 buts, c'est incroyable. Alors, si je me souviens bien, il y a eu un but contre Aro où... Ouais, j'étais un peu fâché contre mes coéquipiers parce qu'on gagnait 5-0 et j'ai senti du relâchement dans les 5 dernières minutes. Je ne peux pas leur en vouloir. Un peu quand même. Ouais, ça me tenait à cœur de faire un blanchissage. Et voilà. Et l'autre, c'était sur corner contre Guetze. Là, il nous reste un match à domicile, donc j'espère qu'on va ajouter un blanchissage. Et voilà. On peut leur faire confiance aux Lausannois. Je trouve qu'on sent vraiment qu'il y a une patte mise maintenant par le duo au niveau technique, Iglesias et Contini, qu'on a pu un peu l'année passée peut-être identifier mieux ce qu'il fallait encore renforcer et construire de plus solide pour atteindre à moyen terme cette Super League et surtout, ce que vous relevez à juste titre, pouvoir y rester sans à nouveau devoir tout chambouler et finalement repartir sur des bases quasiment nulles. Là, on sent un LS vraiment costaud à tous les étages, y compris justement là aussi peut-être le petit clin d'œil à leurs voisins sédunois dans les coulisses et dans tout ce qui se trame autour de l'équipe. Ouais, puis c'est jeunes dont on peut se dire qu'ils seront encore meilleurs la saison prochaine, ça c'est très intéressant. Pour autant qu'on puisse les garder. Évidemment. C'est toujours le même challenge. Ouais. Non, c'est très simple. On a gardé le même staff technique, gardé la plupart des joueurs aussi. Et la grande différence, c'est que dès les premiers matchs de préparation, on a trouvé ce 4-3-3 qui fonctionnait bien. Et à cela, on ajoute une solidité défensive et aussi une attaque de feu qui roule. Et voilà, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des gros scores comme vendredi. Turques Zekiri à l'entraînement, ça ne doit pas être du tout simple, non? Ils sont souvent l'un contre l'autre à l'entraînement, donc c'est assez particulier parce que ça n'a rien à voir, l'entraînement et le match. Que ce soit Zekiri ou Turques peuvent des fois ne pas avoir de réussite la semaine, mais dès que ça compte, ils sont là et voilà. Tout le mérite est à eux et je sens qu'ils aiment. Il y a cette concurrence, mais très saine. Ils ont envie chacun d'être meilleur buteur, mais ils ont vraiment le respect de l'autre et ils ont du plaisir à faire marquer l'autre aussi. Et c'est beau de les voir en tête du classement des buteurs avec 14 et 13 buts. Et voilà, je suis particulièrement content pour Zekiri qui travaille beaucoup et enfin à 20 ans, on sent qu'il a franchi un palier et ça peut lui ouvrir une belle carrière. Gabet. Oui, bon, Lausanne, je le trouvais pas tant cette année. Il y a eu 2 couacs à l'extérieur. À la maison, un parcours absolument incroyable avec, c'est vrai, une avalanche de goals. En Lausanne, très réaliste, beaucoup plus
joueurs que l'année passée. Grâce à l'apport, on pensait qu'on peut parler d'échec hein, de l'année dernière. Hein. On voulait monter, même à Noël, même quand on avait 7 points de retard, on rêvait toujours de finir premier. Au final, on a totalement raté même la deuxième place pour faire les barrages, on est bien d'accord. Et puis, il n'y a pas eu une grande campagne de transfert, donc ça veut dire que les jeunes qu'on a mis en place sur la fin de championnat, ils ont confirmé. Et puis, les 3 attaquants, on a eu allez, un bon nez avec Tourcaisse, hein. C'est vrai, ce Tourcaisse qu'on n'avait pas prédit vraiment une grande carrière, hein, qui a fini, il le voulait plus à Vaduz, il a fini à Rapperswil. Je pense que si Rapperswil n'avait pas coulé, il serait toujours à Rapperswil. Ben, c'était une bonne découverte. Zekiri qui éclate, on connaissait son talent, et puis surtout Ndoye, on n'en parle pas assez, il est moins buteur, mais par sa vitesse, sa jeunesse et tout, c'est important. Et surtout, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a pu replacer Kuku Rozovic. Très, très longtemps, on l'a mis sur un côté, il n'a servi absolument à rien du tout, depuis qu'il joue en patron devant la défense, avec la qualité de son pied gauche, hein, du reste un nombre d'assists incroyable, et l'équipe s'éclate. Il y a juste les 2 petits zones d'ombre, c'est quand même bon, la défaite contre Stade Lausanne, c'est un derby, on pourra la pardonner. Par contre, c'était la peau de banane du côté de Chiasso, surtout que ça venait 3 jours après l'immense victoire de 6-0 contre Xamaxela. Mais aujourd'hui, 6 points d'avance, et en plus, un calendrier, ça sera difficile à créer, il faut faire attention. Surtout, Lausanne pourrait déjà classer indirectement ou prendre un avantage considérable, c'est avant Noël, parce que le dernier match, ça sera Getse Lausanne le 13, vendredi 13 en plus, à Zurich. Donc Lausanne pourrait fêter déjà, allez, je ne vais pas dire le titre, l'ascension, mais prendre vraiment une grosse option. Dans les ajouts en cours, j'aime bien aussi relever Schnevely. Je pense que c'est aussi le genre de garçon qui t'amène beaucoup dans une équipe de par son parcours. Il était quand même encore bien en place à Lucerne, hormis les dernières semaines. Capitaine même. Plein d'humilité aussi. Et j'y joue pour l'équipe surtout. Thomas Castella parlait tout à l'heure de ses coéquipiers attaquants. Il n'a jamais relevé son travail à lui de défenseur. Je pense que là aussi, on a un ingrédient du professionnalisme vaudois et de cette humilité. De l'extérieur, on ne les sent pas du tout s'enflammer ou autre. On travaille au quotidien, on va récolter ses points. L'un ou l'autre couac, mais si on n'avait pas de couac à relever, ce ne serait pas drôle. Donc là, il semblerait que tous les éléments soient réunis pour que le LS retrouve une place qui serait largement méritée en fin de saison. Zekiri Turcasse, vous pensez qu'ils vont réussir à les garder? Oui, surtout s'ils montent. Les jeunes, ils ont intérêt à rester. Quand tu as 20 ans, non. Zekiri, il faut qu'il reste encore une année, parce que Lausanne va monter. Il aura le temps de partir à l'étranger. Bon, il faut peut-être parler à leur manager. En tout cas, c'est un point central. Enfin, Lausanne, Ineos, si Lausanne veut changer non seulement de division, mais aussi de catégorie, c'est typiquement sur des points comme celui-ci que ça se vérifiera ou pas. Autrement dit, si Lausanne... Alors bon, après, ça dépend. Si tout d'un coup, il y a 20 millions sur la table, c'est différent. Mais si Lausanne laisse partir un Zekiri, pour ne parler que de lui, dans un autre club suisse dans l'année qui vient, ce sera quand même une assez grosse déception. À propos de déception, quand même, on évoquait les points noirs, il y en a très peu, mais il y en a un quand même, je ne sais pas, il faudrait aider les gens à se tenir au courant. Les 2100 personnes, hein, c'est ça? 2190, c'est bien compté. Pardon, hein, alors quasiment 2000, allez, on dit 2200. Oui, mais... Franchement, je sais pas. Pourtant, la promotion du match a été bien faite, et puis... oui, mais il y a 600 payants, c'est inadmissible. C'est terrible. Enfin, au bout d'un moment, si les gens n'y vont pas là, tu mets des goals, absolument tout, franchement, ouais. Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire venir les gens? Je sais pas. Ce sera le nouveau stade, et puis... C'est une thématique, ça, entre vous, par exemple, entre joueurs. Est-ce qu'on se dit des fois, mais on mérite autre chose? Franchement, si on jouait, par exemple, dans un autre pays, un vrai pays... Tenter plus de ciseaux retournés. Ça, c'est les avantages. Plus de boulettes. C'est vrai que... Prends 2 rouleaux de plus pour que les gens viennent voir. On va aller voir les boulettes de Thomas. Vous en parlez entre vous, les joueurs? On dit que c'est dommage, quoi, parce que de jouer dans un stade plein ou devant 2000, c'est sûr que... Mais j'ai la solution. Il faut faire un tour ménage et expliquer à Lausanne où est... Redonner un plan de la ville ou montrer où est la Pontaise, parce qu'ils ne savent plus. Ils ne savent plus. Non, la concurrence, elle est forte avec le hockey quand même. Oui, mais... Eux ont une nouvelle patinoire, le monde qui se déplace pour aller voir les matchs. Alors que finalement... Je ne dis pas qu'il devrait y avoir 10 000 à la Pontaise un vendredi soir pour Lausanne-Ville. Je dis juste 2200, allez, je ne sais pas, 4000. Vincent, à Berne.
ils font 16 000 le samedi au hockey, ils font 25-30 000 le dimanche au foot. Ça veut dire qu'on peut cohabiter, ça veut dire qu'il y a le potentiel. Il ne faut pas provoquer Gabet. Hein. Non, il ne faut pas provoquer En même temps, Gabet. on commence par le bon bout du côté de Lausanne, on gagne. C'est quand même, Berne est l'exemple évidemment numéro 1 chez nous en Suisse, mais en gagnant, c'est en gagnant qu'on va le faire. Il va falloir peut-être plus de temps qu'ailleurs, mais je pense que vraiment le LS là est sur la bonne voie et je leur souhaite en tout cas de retrouver des soirées de folie. Et vous, alors je ne vais pas demander à Thomas, mais vous voyez cette équipe en Super League conserver ce fond de jeu et ces joueurs-là, c'est surtout ce qu'a, par exemple, Servette, pour reprendre l'exemple de celui qui est le dernier promu, a fait très peu d'ajouts et s'en sort très bien. Est-ce que ce Lausanne Sport a le niveau de la Super League et surtout du maintien? Je crois qu'on l'a prouvé en jouant Oui, contre 3-0 Samax, contre Lugano, 6-0 contre Samax, je pense. Il n'y a pas mieux. La réponse à la question, elle est vite trouvée, mais il est clair qu'il faudra apporter quelques retouches, un petit peu de qualité, mais il ne faudra surtout pas se tromper. Moi, je ne cache pas que j'ai toujours quand même cette crainte des départs. Gabet, vous le releviez, Zekiri devrait rester ou pas aller en tout cas dans un autre club suisse, mais c'est vrai que quand l'étranger frappe à la porte, on a assez d'exemples quand même où c'est compliqué. Pour le garçon d'abord, mais aussi pour son entourage. On sait aussi le rôle de personnes là, de l'ombre, comme on les appelle poliment. C'est difficile. Donc quand on voit ce qu'il a fait cette semaine, mardi soir, avec les M21, on se dit qu'il y a vraiment les feux au rouge, là, ça clignote du côté de... Mais il faut qu'il joue, on a besoin de temps de jeu à cet âge. Transition parfaite puisqu'on va parler de nos équipes nationales, mais ce sera juste après une nouvelle respiration. Restez bien avec nous, c'est juste après ça. Les choses se précisent en UEFA Champions League et cette 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe pourrait bien s'avérer décisive. Et grâce à Téléclub Sport, vous ne manquerez rien de ce sprint final. Mardi, c'est match de gala à Bernabéu. Le Real Madrid vise la qualification face à un PSG qui a déjà son billet pour les 8e de finale. Dans le même temps, la Juventus accueille l'Atlético. Mercredi, la tête du groupe F se joue à Barcelone avec la visite de Dortmund. Autre choc, celui entre Liverpool et Naples à Anfield. La 5e journée, c'est mardi et mercredi, en direct sur Téléclub Sport. Le direct de l'UEFA Champions League vous est présenté par Heineken et PlayStation, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Cette 5e journée de la phase de groupe d'Europa League est cruciale pour les clubs helvétiques. Sibal a déjà sa qualification en poche. Young Boys a toutes les cartes en main pour l'imiter. Lugano est lui au pied du mur et est dans l'obligation de gagner. Suivez jeudi Krasnodar Bâle à 16h50, suivi de notre match studio Young Boys Porto dès 18h30 et dès 21h, la partie entre Lugano et Copenhague. Tout ceci en direct sur Téléclub Sport. L'UEFA Europa League vous est présenté par la nouvelle Kia Exceed. Kia, the power to surprise. Vous êtes toujours devant match après match. Thomas Castella, Stéphane Franière, Gabet Chapuzat et Simon Meyer pour parler cette fois-ci de la Nati qui cette semaine a validé son ticket pour l'Euro 2020 en tête du groupe, qui plus est, avec un peu de chance. Une victoire contre la Géorgie, une autre contre Gibraltar et puis surtout ce nul entre l'Irlande et le Danemark qui arrange bien l'équipe de Suisse. Alors que mardi, les M21 ont battu l'équipe de France 3-1 à la Maladière. Mais on va commencer par l'équipe A et surtout ce qui est en train de se passer avec Vladimir Petkovic qui est contesté dans certains médias. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Simon Meyer, je suis sûr que vous voulez réagir à ça. Eh bien, d'accord. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, je pense, ça dépend. Moi, je comprends, je partage une certaine, comment dirais-je, réticence par rapport à Vladimir Petkovic en tant qu'ambassadeur. Disons, la façon dont il occupe le costume de sélectionneur national. Je suis d'accord pour dire que c'est pas le bonhomme le plus funky et entraînant à ce niveau-là. Maintenant, il faut quand même être clair.
hier. Il faut rappeler surtout que M. Petkovic a succédé à Otmar Hitzfeld en 2014, que depuis, c'est quand même le jour et la nuit en termes de jeu. Cette équipe, on sent qu'il y a une vraie ligne, elle joue au foot, elle prend des risques, il y a des jeunes qui arrivent, qui percent en attendant les autres. Enfin bref, elle fait plaisir à voir. C'est quand même, il me semble que c'est là-dessus qu'on doit d'abord et surtout juger Vladimir Petkovic. De ce point de vue-là, je dirais pas qu'il a tout juste, puisqu'il a quand même perdu 2 huitièmes de finale à la con, contre la Pologne, puis contre la Suède. Donc il n'a pas tout juste. Les résultats sont bons, voire très bons, mais enfin, ils ne sont pas exceptionnels non plus. Maintenant, disons que... Donc moi, je comprends qu'il y ait une petite réticence par rapport à sa façon d'occuper le costume. Maintenant, les attaques frontales de certains titres de presse, quand je pense à la mensuétude, voire au traitement de faveur honteux qui a été celui réservé à Otmar Hitzfeld, là, il y a clairement 2 poids, 2 mesures, et je trouve ça parfaitement injuste. L'homme de la situation, Petkovic, messieurs? Je pense qu'on n'a rien à lui reprocher. Même si tu n'as jamais sélectionné. Non, ouais, ah d'accord, je plaisantais. Je pense que ça va avoir une chance, il faut d'abord retrouver la Super League. Et bien peut-être sûr. que je pourrais me faire voir. Non, mais c'est un peu essayer de trouver un débat là où il n'y en a pas, parce que le jeu qu'il propose est très joli à voir. Les résultats sont là et ouais, c'est comme si nous, peuple suisse, on n'arrive pas à se contenter de ça et puis on essaie de trouver du négatif. C'est vrai qu'on l'équipe de Suisse est victime de ça. On est gâté. On est en train de traverser, il faut quand même le dire, le redire, on est en train de traverser la meilleure époque de toute l'histoire du foot suisse. Il faudra un sniper on devant. Jamais qualifié le fameux sniper devant pour un tournoi. Et c'est vrai que du coup, on est devenu un peu gourmand, donc on fait la tête quand on perd en 8e de finale. Avant, on sortait tous dans la rue pour klaxonner. Ils sont aussi victimes de ça. C'est un vrai débat aussi de sélection nationale. Si on regarde un peu les pays qui nous entourent, c'est jamais très tranquille. La fameuse maxime qui dit qu'il y a autant de sélectionneurs que d'habitants dans un pays, je pense qu'elle est vraie aussi sur ce coup-là. Après, comme toujours, il y a des cycles dans le foot, et puis c'est vrai que c'est pas une bêtise que de penser que ça pourrait redistribuer peut-être un peu des cartes chez certains joueurs, que ça pourrait donner un nouvel élan, et que lui-même, Petkovic, y pense. C'est pas, je crois que de ce que j'ai pu lire, l'ASF et Petkovic sont d'accord que c'est pas le moment de parler de ça, on vient de se qualifier, il y a le moment de faire un break là, avant de préparer la suite. Ouais, cette question de timing. Le timing, il n'est pas à la discussion, effectivement. À propos de timing, moi j'aimerais bien dire un truc, parce qu'il me semble que toutes ces dernières années, l'ASF s'est fait une spécialité de prolonger ses sélectionneurs avant les tournois finaux. Certaines échéances, oui. Et si on attendait l'Euro Surtout que la Suisse va faire puisque c'est là-dessus quand même qu'on va la juger, cette équipe de Suisse. Ce fameux quart de finale, on l'a pas, on verra comment ça se passe. Mais au bout d'un moment, moi, je serais assez pour l'idée d'attendre et de prendre... Alors, je sais bien que ça s'organise, si jamais il part, après, qui on prend... Bon, mais enfin, et si comme dans les vrais grands pays de football, j'ai envie de dire, on attendait d'abord de voir le résultat avant de prolonger comme... Désolé, je m'acharne un peu, mais prolonger Otmar Hitzfeld début 2011, sachant qu'ils étaient déjà quasiment cuits pour l'Euro 2012, j'ai toujours pas trop compris. Mais c'était Hitzfeld. Pas très copain avec M. Hitzfeld. J'ai énormément de respect pour ce monsieur et sa carrière, beaucoup moins pour ces 6 dernières années, à savoir celle qu'il a passée à la tête de l'équipe de Suisse. J'estime qu'il n'a pas tellement fait son boulot. Mais il en avait beaucoup d'autres, donc à sa décharge, il avait énormément de mandats à respecter à côté. Pour mon cas personnel, je trouve que Petko, il a fait le boulot. Dans le sens mais que, tout à fait, c'est incomparable. Je crois qu'aujourd'hui, entamer un débat, c'est un faux débat. Je crois qu'il s'est chaque fois qualifié sans souci. Vous me direz que c'est plus facile aujourd'hui. Parce que j'ai senti une petite amorce à travers les propos de Simon en disant à l'époque, on ne se qualifiait jamais, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a 24 équipes. C'est pas de votre faute, Gabert. Non, mais je constate, il y a 24 équipes qualifiées pour l'Euro. À l'époque, c'était 7 équipes plus l'équipe organisatrice. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez finir 3e, même 3e, vous faites des barrages. Oui, puis à l'époque, à part celui qui est parti au Paris FC, là, je ne sais plus comment il s'appelle, on n'avait pas de joueurs à l'étranger. Non,
on avait une bonne équipe, on n'est C'était peut-être pas de grands entraîneurs. Ça, c'est possible. Par contre, Petko, pour moi, rien à dire sur le foot. Il a mis un peu de temps, il a su tourner la page avec certains anciens. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Là, il a été obligé de lancer 2-3 jeunes. Je trouve qu'il y a absolument... L'entraîneur, il est absolument... On ne peut pas le critiquer. Moi, je dis chapeau, il a fait son job, même si on pourrait lui reprocher son manque de qualité au niveau de la communication. Mais moi, croyez-moi, je préfère le foot que la communication, même si, des fois, ce n'est pas indissociable. C'est plutôt bon signe, même, je dirais, pour un technicien de foot, qu'on commence à plutôt disserter sur sa façon de sourire en conférence de presse. Là, on demande à quelqu'un de nous fournir des résultats. Ils sont là. Il a lancé, comme vous le disiez, Gabet, des jeunes. Il a donné sa chance à des garçons. Il a été, je dirais, conséquent par rapport à ses paroles d'après Mondial 2018. Franchement, il pourrait juste un peu parler français, parce qu'il sait un petit peu le français, ça je le reproche au niveau, c'est dans la communication. Non mais encore je vous rappelle quand alors. il a débarqué de son pays, hein, il a joué où? À Martigny. Et moi j'étais entraîneur de Bulle, il jouait à Martigny. Personne n'en parle, mais moi je m'en souviens. Bon, Juste après quoi? On va rapidement passer au M21, sinon on n'aura pas le temps d'en parler. Une petite page quand même sur ce match où il perdait 1-0 face à la France et une remontée spectaculaire avec aux manettes Guimeno, Zekiri et Jordan Lotomba. Un match qui est référence pour cette équipe de Suisse M21. 4 matchs, 4 victoires dans ce groupe. Une performance de choix et je crois, Thomas, que vous étiez même au stade. Oui, tout à fait. Ouais, c'était le match attendu, le grand match contre les voisins français. Et puis, faut dire que l'équipe de France avait un gros potentiel. Et ouais, ce que je peux relever, c'est la grosse performance de Lotomba, l'efficacité de Zekiri et une Suisse qui a bien géré le match parce que les Français étaient supérieurs. Ils avaient la maîtrise du jeu les 30-35 minutes où vraiment la Suisse a défendu dans son camp. Perdait déjà 1-0, a continué à défendre, avait de la peine à avoir juste des situations dangereuses. Et il y a eu 5-10 minutes où ils ont repris un peu la possession du ballon sans être dangereux. Et d'un coup, il y a eu ce coup franc, cette contre-attaque juste avant la pause. Et en 2 minutes, ils se retrouvent 2-1. Et à partir de là, on a senti une équipe de Suisse très en confiance. Et des Français qui étaient surpris justement de cette qualité proposée par l'équipe de Suisse. Ils ont mis le feu, les Rougets, là. Il faut être sérieux sur un match contre les Français. On fait que de vanter année après année la formation à la française, qui, encore dans le Mondial M17, là, il y a quelques jours, ils sont vraiment au top du top. Et nous, on les tape en M21, donc le dernier palier. Je pense que c'est vraiment une performance exceptionnelle qui a été produite avec des garçons en face qui sont déjà dans des top clubs, que ce soit Edouard au Celtic ou Camara à Marseille. C'était pas une équipe bis où on n'a pas pris les Rougets à la légère, donc vraiment un gros match là, mardi soir. Voilà, messieurs, parfait, on va passer alors, regardez, rapidement alors. Non, ok, magnifique, belle victoire 3. Mais on s'est fait tourner autour pendant 40 minutes, ça, personne n'en a... On a couru après le ballon. On les a laissés s'essouffler, c'était très intelligent. Je dois dire, sincèrement, moi, après une demi-heure, j'ai dit, si aujourd'hui on ne prend pas de casquette, là, on va faire un exploit. Et c'est vrai qu'il a fallu 44e et 45e, 2 exploits. Non, mais au niveau de l'équipe, du volume de jeu, et la valeur individuelle, pour moi, il y avait longtemps pas photo. Et pour moi, je dis, je parlerais presque de miracle, le match est tourné de cette façon. Tant mieux pour les Rougets. Mais en face, on est tombé sur une équipe qui a peut-être un excès de confiance. Ils ont mené, c'était trop facile, ils ont roulé, ils ont déroulé et tout. Mais nous, on revient de très loin. Je crois qu'il faut être honnête, il faut le dire. Mais en même temps, ils avaient après 45 minutes pour réagir et ils n'ont pas su le faire. Donc, Mais ils s'y attendaient pas. Mais voilà, c'est un petit peu l'excès de confiance. Bon, très bien, les Français, chauvins, meilleurs que tout le monde, de temps en temps, il y a rien de tel qu'une bonne leçon. Le gros travail de Lustrinelli aussi, on en parle très très peu dans les staffs d'entraîneurs ou autres, Lustrinelli, mais c'est précis, les joueurs en place il arrive vraiment à tirer le meilleur de son équipe. Je crois qu'il est en train de préparer aussi, lui, peut-être quelque chose à titre personnel là, d'intéressant. Voilà, on va devoir cette fois enchaîner, c'est bon?
Merci. L'actu football international cette semaine, ça a été le renvoi de Mauricio Pochettino à la tête de Tottenham, remplacé par un certain José Mourinho, qui a retrouvé de l'embauche après son dernier contrat. C'était il y a un peu plus d'une année du côté de Manchester United. Messieurs, est-ce que vous comprenez ce choix d'engager Mourinho pour 3 ans et demi du côté des Spurs, qui ont joué une finale de Ligue des Champions la saison dernière avec Pochettino? Oh bah, le comprendre, oui. Bah, en tout cas, il y a une chose qui était certaine, c'est que Pochettino, parce qu'il paraît qu'il faut dire comme ça, avec les Argentins. Pardon, Pochettino, tant pour moi. Mais c'est vrai qu'à l'italien. Bon, bref. Visiblement, voilà, ils étaient arrivés à une fin de cycle, donc sans évidemment dénigrer, remettre en cause tout ce qui a été fait, c'était formidable, c'était le moment de changer. Après, bah oui, Mourinho, pourquoi pas. En même temps, quand ça avait tellement bien marché, Pochettino était tellement dans la place qu'il ne pouvait pas non plus prendre quelqu'un d'anodin. Donc, pourquoi pas lui. Maintenant, moi, enfin, je ne dis pas que j'aurais fait ça en tant que président de club. Voilà. Mais la question, c'était sur les 3 ans et demi. Ça risque de leur coûter très cher à la fin. Peut-être. Peut-être j'aurais peut-être essayé de donner que 2 ans. Ça coûte moins cher à la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'à Tottenham, on a envie de franchir un palier aussi. On a maintenant des infrastructures. On en parlait tout à l'heure avec le London Stadium, qui est juste incroyable. Et puis, on a cet entraîneur qui, finalement, a été monté et élevé en même temps que son club. Et là, on a besoin de quelqu'un, peut-être, qui est capable d'amener cette expérience supplémentaire de la gagne, parfois, en tout cas, pour Mourinho, et qui connaît peut-être un certain chemin. Après, c'est vrai que sur le management, personnellement, je ne suis pas très fan. Non, puis surtout, il y a quand même, c'est en termes de politique générale, parce qu'il a fait la force de Tottenham ces dernières années, outre son entraîneur, c'est la stabilité, mais incroyable à ce niveau-là, de l'effectif. Ça veut dire qu'ils ont gardé les mêmes 3, 4, 5 top joueurs sur plusieurs années, ce qui en théorie n'arrive à peu près jamais, sauf quand on est Barcelone ou le Bayern éventuellement. Mais donc ça, j'ai l'impression, est-ce que Mourinho serait d'accord avec une telle politique, sachant tous les intérêts qu'il peut avoir sur le marché des transferts, intérêts directs ou indirects? C'est peut-être ça. Et là, c'est vrai que si tout d'un coup, ce serait intéressant de voir déjà cet hiver. Mais si cet hiver, il commence à brasser les cartes, ouais, je serais un petit peu moins optimiste pour la suite. Après, à Tottenham, c'était aussi lié à la construction du stade. On avait vécu ça avec Arsenal il y a quelques années. On a toujours quand même, à un moment donné, les robinets, ils ne sont pas toujours coulissants. Et puis, il faut aussi un petit peu économiser des sous. Mais je ne pense pas que c'est le style de José M. J'aime bien José M. que de se contenter de garçons ou de frères de garçons, comme il l'a dit. Special one, comme il se dit, donc monsieur l'arrogance personnifiée et puis la surestime de sa personne. Je pense qu'il a beaucoup changé également. Non, bah, oui, mais bien sûr. Il a beaucoup changé. Non, on sait très bien qu'il a plus d'ennemis que d'amis. Le problème de Pochettino, je crois qu'il faut dire chapeau Pochettino. Hein. Faut pas oublier, ils ont fait peu de transferts et tout. Il a mis une équipe en place qui joue en plus super bien au foot, hein, n'oubliez pas, avec plusieurs systèmes de jeu, mais enfin bref, hein, l'exploit qu'ils ont fait pour aller se qualifier au match retour à Amsterdam, c'était pas anodin, on est bien d'accord. Le seul problème de Pochettino, c'est qu'il n'a pas de palmarès. Tandis que l'autre, il nous le répète tous les jours. Et c'est vrai qu'il est absolument incroyable, le Special One. Pochettino, il était un petit peu, je ne veux pas dire victime de la politique du club. Il a fallu économiser pour le club, parce qu'il a fallu payer le stade qui a coûté vraiment, je ne sais pas combien, un saladier. Et notre ami, le Portugais, là, pendant 3 ans et demi, il va les ponctionner. Et puis surtout, il va leur coûter cher. Et déjà, au premier marché... cet hiver, hein, au mercato hivernal. Donc, moi, je ne suis pas trop Mourinho, mais l'équipe est de qualité. J'ai encore vu hier, ils gagnaient 3-0. Je ne pense pas que c'était la patte de Mourinho. Ils ont quelques soucis défensifs actuellement, c'est d'où l'explication de leur mauvais début de saison. Merci Gabin, merci messieurs. Pardon, on va devoir gentiment arriver au terme de cette émission. Demain, vous aurez l'occasion de suivre la Coupe de Suisse de hockey, une partie entre Bienne et les Langnau Tigers, prise d'antenne 19h30. Et cette semaine, n'oubliez pas les compétitions européennes qui reprennent, Champions League, Europa League, ce match capital entre IB et Porto à suivre évidemment sur nos différentes chaînes. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Messieurs, Gabin et Stéphane, on vous retrouve sur Téléclub tout prochainement. Simon Meyer, on peut vous lire un peu partout et on ne va pas se priver de le faire. Thomas, on vous souhaite une excellente suite de saison. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Merci évidemment à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bye bye.